Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Direct Midi. Heureux de vous retrouver chaque samedi et dimanche en direct. Ils sont les meilleurs amis de l'homme et pourtant certains d'entre eux font basculer toute une famille dans un drame sans nom. Ceux qui mordent, parfois même qui tuent, sont au cœur de l'actualité. Le point en images. C'est un American Staffordshire comme celui-ci qui est responsable de la mort d'une fillette en août dernier dans la Marne. Un nouveau drame qui vient s'ajouter à la longue liste d'attaques de chiens le plus souvent perpétrées dans la sphère familiale. Rottweiler, American Staffordshire, mais aussi Dog, berger allemand et même Labrador en sont les principaux responsables. De quoi pousser le législateur à réagir. Depuis 1999, 3 lois ont ainsi été votées et un nouveau projet initié par la ministre de l'Intérieur doit être présenté au Conseil des ministres le 10 octobre. Parmi les nouveautés, une attestation d'aptitude obligatoire pour les détenteurs de chiens dits dangereux. Je souhaite créer une obligation de formation des maîtres de ces chiens. Cette formation permettra à la fois de leur apprendre un comportement à avoir avec les chiens, mais également d'attirer leur attention sur les risques. Autre mesure, un signalement obligatoire en mairie pour toute morsure, y compris pour les chiens inoffensifs. Le texte prévoit également une visite chez le vétérinaire pour toute acquisition d'un animal, ainsi qu'une interdiction de détenir des chiens d'attaque, qui en principe seuls ceux nés avant 1999 devraient échapper à l'euthanasie. Une mesure qui fait déjà scandale chez les associations de défense des animaux qui dénoncent une stigmatisation de certaines races. Dans ce climat de psychose, la SPA déplore d'ailleurs une multiplication des abandons de gros chiens en région parisienne. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a réfuté les accusations portées par la SPA contre la catégorisation des chiens dangereux, catégorie 1 pour les chiens d'attaque, catégorie 2 pour les chiens de garde et de défense. Le ministère pense que ces catégories sont nécessaires et d'ailleurs qu'il faut élargir et s'intéresser à tous les chiens mordeurs, quelle que soit leur race et leur origine. Pour en parler avec nous, on accueille tout de suite Claude Beata. Claude Beata, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vétérinaire comportementaliste, président de Zoopsy, vous connaissez donc bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. On a entendu quelques éléments dans le sujet qu'on vient de voir sur le projet de loi. Est-ce que vous pensez, vous aujourd'hui, que ce projet de loi pourra pallier les problèmes d'agression qu'on connaît aujourd'hui des chiens dangereux? Alors premièrement, le projet de loi, pour le moment, on ne l'a pas en main. Et officiellement, il ne nous a pas été transmis. Donc on a des informations. Voilà, on a des informations qui sont celles que vous avez données. D'ailleurs, ça recoupe les miennes. Donc, je vois que ça va dans le même sens. Pour l'instant. Tout va bien pour l'instant. Ce qu'il faut souligner d'abord, c'est que c'est la première fois qu'un projet de loi, enfin, s'intéresse à tous les chiens mordeurs. Et ça, je crois que là-dessus, les vétérinaires apportent leur soutien massif à ça. On parle encore de catégories, malheureusement, on parle encore de catégories, parce qu'on aura peut-être le temps de le dire, ces catégories n'ont pas de pertinence. On va y revenir dans quelques instants. En revanche, on commence à s'intéresser à tous les chiens mordeurs, et ça c'est très bien, quelle que soit leur race, et vous avez parlé des labradors, des bergers allemands, comme vétérinaire praticien, on voit beaucoup de ces chiens-là qui mordent aussi, et insister uniquement sur les catégories, c'est donner une fausse illusion de sécurité aux propriétaires des autres chiens. Alors Claude Beata, justement, vous le dites, en France, on se rend compte que les labradors arrivent en tête dans le cas de morsure des enfants. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'un labrador est un chien dangereux? Il n'y a pas de race dangereuse. Voilà. Pour nous, c'est clair, il n'y a pas de race dangereuse. Il y a des individus dangereux, et il y en a dans toutes les races. Des labradors, il y en a beaucoup de gentils, il y en a quelques-uns de très méchants. S'ils sont en tête des morsures, pourquoi? C'est parce qu'ils sont très nombreux. Les bergers allemands, ils sont aussi en tête des morsures, enfin ils sont dans le même peloton de tête, c'est aussi parce qu'ils sont très nombreux. Donc on ne va pas déplacer le problème des American Staffordshire Terrier aux bergers allemands parce que il y a des individus dangereux, il faut les repérer avant qu'ils fassent des dégâts et pour ça on a des outils. Alors on parle beaucoup de catégories, catégorie 1 et catégorie 2. On fait le point tout de suite avec Adrienne de Malray et Émilie Chaussé qu'on accueille sur le plateau. Bonjour Adrienne, bonjour Émilie. Bonjour Damien. Alors Adrienne, justement, on en parle, la réglementation concerne ces deux types de chiens. Catégorie 1, on le dit encore une fois, ce sont les chiens d'attaque. Catégorie 2, les chiens dits de défense ou de garde. Alors, comment sont-ils, qui sont-ils et comment les reconnaître?
Alors justement, c'est ce que vous disiez à l'instant, ça n'est pas si facile. Ce n'est pas qu'une question de race. Typiquement, pour être classé en catégorie 1, il y a 2 raisons principales. D'abord, l'absence d'une authentification de la pureté de la race. Déjà, donc absence d'authentification, et ensuite des caractéristiques physiques proches de celles des molosses, et plus particulièrement de l'American Staffordshire, qui est le chien de référence. Et donc à ce moment-là, si vous ressemblez à ce chien-là et que vous n'êtes pas pure race, vous êtes classé en catégorie 1. Donc parmi eux, on trouve les pitbulls. Ça n'est pas une race, le pitbull, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Pas en France. Voilà, ça n'est pas en tout cas reconnu en tant que tel. Ils sont donc les pitbulls, ce sont des chiens qui ont été croisés souvent pour leurs caractéristiques de combat. Ce sont des chiens donc, qui ont une mâchoire puissante et le caractère agressif peut être assez facilement développé chez les pitbulls. Leur musculature est forte et ils sont très résistants à la douleur. Alors, autre type de chien, il y a également les boerboels. Ce sont des chiens obtenus à partir de croisements avec la race mastiff. Ce sont donc des chiens qui sont similaires au mastiff mais qui n'ont toujours pas de pédigré. On verra tout à l'heure, mais le pédigré, c'est quelque chose de très important. Mais alors, Adrienne, est-ce que ces chiens, justement, sont très différents de la catégorie 2 ? Alors non, ils ne sont pas très différents de la catégorie 2, puisqu'en fait, la seule différence avec la catégorie 2, c'est que la catégorie 2, il y a ce pédigré, donc cette authentification qui a pu avoir lieu. Donc on retrouve les mêmes chiens, le mastiff dont je vous parlais à l'instant, le mastiff pure race fait partie de la catégorie 2. C'est un chien qui a été créé pour défendre les troupeaux des lions et des guépards en Afrique du Sud. Ah oui, donc c'est quand même des belles bêtes. On rigole pas. Donc dans la catégorie de ces chiens de défense ou de garde, on trouve aussi les animaux, donc les American Staffordshire, qui, je vous le disais, sont les animaux de référence pour le classement justement en catégorie 1. C'est quand on ressemble à un American Staffordshire et qu'on n'a pas de pédigré, on est en catégorie 1. Et puis toujours en catégorie 2, on retrouve les Rottweilers, et les Rottweilers qu'on voit très souvent justement dans la défense des propriétés. Vous savez, ils font du gardiennage. C'est souvent des chiens qui sont utilisés pour ça. Donc on a compris, catégorie 1, catégorie 2, la différence, ça peut être le pédigré. Mais alors justement, quelles sont les choses nécessaires pour déterminer le pédigré d'un chien ? Alors il y a 2 choses importantes pour déterminer le pédigré d'un chien. Il y a tout d'abord le certificat de naissance de ses 2 parents, qui est obligatoire. Ça va prouver la pureté de la race. On a donc 2 parents de pure race. Voilà, donc le chien est normalement de pure race, mais ça n'est pas suffisant parce que d'avoir 2 parents de pure race, ça ne veut pas dire pour autant que vous obtiendrez votre pédigré, puisqu'il y a après un contrôle justement des caractéristiques physiques, et il faut avoir donc le bon poids, la bonne taille, la mâchoire comme il faut, etc. Et là, vous obtenez donc votre pédigré. Alors attention, donc je vous disais, 2 parents de race pure ne peuvent pas donner forcément un chien qui est de race pure et donc qui sera en catégorie 2. Autre chose qu'il faut absolument savoir, c'est que si vous avez des chiens de catégorie 2 de race pure, mais que vous ne déclarez pas la naissance des chiots, à ce moment-là, ces chiots ne seront pas reconnus de race pure. Ça n'est pas rétroactif, on ne peut pas revenir en arrière. Donc il faut le faire, déjà, il faut le faire dès la saillie, c'est-à-dire dès la conception des chiots. Et après, il faut en plus le certifier à la naissance. Il faut le savoir. Voilà, donc il faut le savoir. Parce que si jamais vous ne respectez pas, donc déjà vous risquez des amendes très lourdes, mais en plus avec les lois, et entre autres la loi de 99, il faut savoir que votre chien donc n'est pas considéré comme pure race, puisque vous ne l'avez pas déclaré à la naissance. Donc, il est potentiellement en catégorie 1, puisqu'il n'est pas pure race alors qu'il devrait l'être. Et depuis la loi de 99, normalement, il ne peut pas y avoir de naissance, on en parlait dans le sujet d'introduction, de naissance de chiens de catégorie 1, puisqu'ils ont tous été normalement stérilisés. Et, c'est ce qu'on va voir avec l'évolution de la loi, il y a de fortes chances que ces chiens donc, qui sont nés après 99, qui parce qu'ils n'ont pas été déclarés, vont être classés en catégorie 1, soient euthanasiés. Alors là, moi j'ai une question quand même qu'il faut vous poser, ce qui est étrange, c'est ça ce qu'on constate, c'est que dans ce classement entre catégorie 1 et catégorie 2, il y a en effet le type molosse qui est important, le pédigré, mais on ne parle jamais du comportement du chien. Et c'est là qu'il faudrait attendre une réaction. Bien sûr. Je crois que vous l'avez signalé déjà dans le premier reportage en disant les associations de protection animale s'élèvent contre le fait que les chiens de catégorie 1 nés après 99, après le 7 janvier 2000 exactement, risquent d'être euthanasiés. Non seulement les associations de protection animale, mais bien évidemment les vétérinaires aussi, qui ont dit lors de la réunion avec les différents services des ministères, vous avez l'outil de l'évaluation comportementale. Moi personnellement, Claude Beata, je n'euthanasierai pas un chien de catégorie 1 qui a une parfaite santé comportementale uniquement parce qu'il est de catégorie 1. Je ne le ferai pas, ça n'engage que moi. Tant pis. Pour en venir aux catégories dont parle Adrienne. C'est important. Alors qu'avec une évaluation comportementale, qui dit ce chien va bien, on devrait pouvoir le régulariser. Voilà, ça me paraît. On a des outils pour. On a des outils pour, bien sûr. Donc il faudrait mettre à la limite une analyse comportementale pour la catégorie de ces chiens. Mais ce serait une chose envisagée. C'est aussi un des points de la loi qui risque de poser problème, mais qui dans l'idée n'est pas un mauvais point. Dans la mesure où pour le moment, le gouvernement ne veut pas abolir les catégories. On peut comprendre que politiquement, ça pourrait être difficile au moment où il y a des accidents. Dans le projet de loi de Mme Alliot-Marie, il y a l'évaluation comportementale chaque année de ces chiens de catégorie. Et ça me paraît, tant que la loi
fondamentalement, on est contre les catégories, mais si on les conserve, au moins évaluons ces chiens. Pourquoi ? Parce qu'on a de bonnes chances de pouvoir montrer qu'ils ne sont pas plus dangereux que les autres. Claude Beata, on parle de loi, donc depuis la loi du 5 mars 2007, qui est d'ailleurs en application très récemment, depuis oui, les arrêtés, septembre. C'est 6 et 10 septembre. Alors quelqu'un, et c'est très rare, respecte vraiment scrupuleusement la loi et est très au fait, c'est le maire de Nogent-sur-Marne qui impose une étude comportementale à tout chien, un tant soit peu agressif. C'est un reportage signé Henri Bouvier et David Cantigno. Voici Nelly et sa chienne Melba. Melba est une American Staff, une race de la catégorie 1, celle des chiens dits d'attaque. Pour Nelly, l'évaluation comportementale est une bonne chose. Elle peut aider certains maîtres à mieux cerner leur animal et à mieux l'éduquer. Pour moi, il n'y a pas de chien méchant. Il y a des maîtres qui sont un peu inconscients, enfin qui ne prennent pas leurs responsabilités. Voilà. Mais le chien lui-même, un caniche peut être agressif, comme un pit ou un staff peut être gentil. 5% seulement des 500 000 morsures enregistrées chaque année en France sont dues à des chiens de catégorie 1 et 2. L'arrêté de Nogent concerne d'ailleurs tous les chiens, pas seulement ceux d'attaque ou de défense. L'analyse comportementale, c'est tout d'abord un examen clinique. On va simplement essayer de l'irriter un peu, de l'embêter. C'est-à-dire qu'on va, par exemple, lui ouvrir la gueule, voir comment il réagit, examiner les yeux, regarder un petit peu les oreilles, éventuellement pincer un peu les pattes, faire des petits mouvements un peu, disons, irritants, pour voir comment le chien réagit. Mais le plus important, ce sont les questions posées aux propriétaires pour déceler certains signes avant-coureurs. Les accidents les plus importants, c'est souvent des accidents au sein d'un foyer avec un chien qui avait l'air équilibré, mais qui en fait avait déjà pas mal de prémices de troubles du comportement. L'évaluation n'est pas infaillible, elle repose en grande partie sur la sincérité des propriétaires. S'il repère des signes inquiétants, le vétérinaire peut conseiller des séances d'éducation, la plupart du temps suffisantes. Mais les propriétaires accepteront-ils de se plier à de tels examens ? Quand nous demanderons une analyse comportementale et qu'il y aura réticence, voire refus de la part du propriétaire, l'arrêté de police permet d'entrer dans le processus de verbalisation et de contravention. Le prix du refus, de 150 à 1500 €. Le maire peut même demander l'internement du chien, voire son euthanasie, une extrémité à laquelle il espère ne pas devoir recourir. Il mise plutôt sur une véritable prise de conscience des propriétaires de chiens. Alors, prise de conscience des propriétaires de chiens, c'est ce qu'on vient d'entendre. Claude Beata, vous êtes un vétérinaire comportementaliste. Alors, vous travaillez davantage avec les maîtres. J'imagine que ce n'est pas les chiens qui viennent s'allonger sur votre divan. Nous n'avons pas de divan. Voilà, déjà. Je tiens à le dire. Nous n'avons pas de divan, nous ne faisons pas de psychanalyse et nous ne travaillons pas uniquement avec les maîtres, nous travaillons avec le couple maître-chien. Comme vétérinaire, on voit des chiens qui sont dangereux par eux-mêmes. Parce qu'un chien, c'est un cerveau. Parfois, ce cerveau fonctionne mal. Il y a des chiens qui sont dangereux. Il y a des vrais troubles psychiatriques du chien. Et il y a des chiens qui sont dangereux et ça n'a rien à voir avec leur maître. Il y a aussi des chiens qui sont dangereux à cause de leur développement. Ça a à voir avec les éleveurs. Mais ça n'a pas à voir avec les maîtres. Et puis, il y a des chiens qui sont dangereux parce que les maîtres ne respectent pas un certain nombre de prescriptions, etc. Donc, c'est quelque chose de complexe et où on doit voir le chien, le maître et la relation entre le maître et le chien. Est-ce qu'un passage chez vous, obligatoire, ou chez un de vos confrères, un comportementaliste pour animal, c'est une chose que vous préconisez, une chose qui est presque obligatoire pour n'importe quel chien, qu'il soit un tant soit peu énervé? Est-ce que c'est une chose impérative que vous pensez, vous, vétérinaire? S'il est un tant soit peu énervé, bien sûr, mais même pour tout chien normal, on aurait volontiers une évaluation comportementale, une consultation pubertaire, par exemple, pour donner des conseils à ces moments qui sont des moments charnières dans la vie d'un chien, et qui souvent n'existent pas pour le moment, puisqu'on vaccine les chiens à 3 mois, puis on va les revacciner quand les propriétaires les ramènent 1 an après, à 15 mois. Et la puberté, c'est souvent entre les deux. Et c'est à ce moment-là que les propriétaires ont besoin de conseils pour éviter de faire un certain nombre d'erreurs qui risquent de développer l'agressivité du chien. Éviter les morsures éventuelles. Alors, en attente de la nouvelle loi, c'est un peu flou concernant ces affaires, justement, de chiens dangereux. Qui est responsable? Quels sont les recours? Émilie, tu fais le point. Oui, alors j'ai contacté en fait un avocat qui est spécialiste du droit de l'animal. Il s'appelle Maître Xavier Baquet et c'est l'avocat accessoirement de la Fondation 30 millions d'amis. Alors ensemble avec l'avocat, on a listé plusieurs cas de figure. Imaginons par exemple que vous vous baladez dans la rue et que vous faites mordre par un chien. Alors c'est pas la cata, vous avez juste quelques points de suture, le pantalon déchiré. Vous allez me dire qui est responsable? Alors on aurait tendance à dire que c'est celui qui promène le chien. Alors non, c'est le propriétaire. Le maître, on peut imaginer que c'est le maître. En fait, c'est pas forcément le maître. Effectivement, la règle, c'est le gardien, celui qui a le chien sous son contrôle, qui est responsable des dommages causés. Alors on peut imaginer par exemple que le maître confie son chien
chien à un ami pour aller le promener, c'est l'ami qui sera responsable des dommages causés et pas le maître, sachant que dans un second temps, l'ami peut se retourner contre le maître. En tout cas, revenons à notre histoire de morsure. En général, ça se règle à l'amiable. La victime et le maître établissent ensemble bien l'étendue des dommages et le montant de l'indemnisation. Et puis si jamais ça se complique, imaginons par exemple que le propriétaire refuse de payer, eh bien vous avez le choix de l'attaquer soit au civil, soit au pénal. Notez quand même que c'est toujours l'indemnisation est toujours plus importante au civil. Donc les avocats conseillent d'attaquer plutôt au civil. Justement, si c'est mon chien qui a mordu quelqu'un, est-ce que ça peut me coûter cher? Est-ce que je dois verser des indemnités? Alors, tout dépend évidemment du dommage, c'est au cas par cas. Si c'est juste pour rembourser votre pantalon déchiré, on va dire que ça peut aller. En revanche, si les dégâts sont considérables, il vaut mieux avoir contracté au préalable une assurance. Et là, c'est un conseil donc, qui vient de Maître Baquet. Quand vous avez un chien imposant, même si c'est pas une catégorie 1 ou 2, prenez toujours une assurance et regardez d'ailleurs avec votre assurance jusqu'à quelle hauteur elle peut couvrir le dommage, parce qu'il faut savoir que l'assurance d'attestation civile, de responsabilité civile, n'est jamais suffisante. Alors Émilie, une question que les téléspectateurs peuvent se poser. Un chien mord gravement quelqu'un dans la rue, est-ce qu'il va être euthanasié? Alors là encore, c'est au cas par cas, évidemment ça dépend de la gravité de l'accident et de la dangerosité de l'animal. Sachez quand même que tous les chiens sont potentiellement concernés, catégorie 1, catégorie 2 et même les autres. Alors qui décide en général? C'est le procureur de la République qui va décider d'ouvrir une enquête. Votre chien va alors vous être confisqué pour être emmené tout simplement en fourrière. Il sera ensuite expertisé par des services vétérinaires qui vont définir s'il est oui ou non dangereux et donc susceptible d'être euthanasié. Sachez en tout cas que si votre chien a tué, il sera forcément euthanasié et vous serez poursuivi pour homicide involontaire quand même. Mais j'ai un recours possible contre l'euthanasie? Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas que, je vais te répondre dans un instant, mais il n'y a pas que le procureur de la République qui décide d'une euthanasie. Il y a également le préfet ou le maire. Je vous donne un exemple. Vous possédez un chien de catégorie 1. Vous avez l'obligation de le déclarer en mairie. Mais voilà, en mairie, on se rend compte que vous avez un casier judiciaire. Ça arrive. Et quand vous avez un casier judiciaire, vous avez l'interdiction d'avoir un chien de catégorie 1. Donc on vous le confisque. Et le préfet ou le maire peut décider tout simplement d'euthanasier le chien qui n'a rien fait. Mais voilà, ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Je ne peux pas m'y opposer. Et là, alors, tu peux t'y opposer. En fait, tu dois saisir le tribunal administratif, si jamais c'est le maire qui a pris la décision. Le problème, c'est que le recours n'est jamais suspensif. Les délais sont en général très rapides. Donc souvent, quand le tribunal accède à votre demande, eh bien malheureusement, votre chien est déjà mort. Donc c'est trop tard. Avant d'en arriver à des cas si extrêmes, il y a des choses évidemment à faire, Claude Beata. La première chose, c'est savoir où est-ce qu'on va acheter son chien, où est-ce que le chien doit être possédé. Alors souvent, on dit qu'il faut aller auprès de professionnels certifiés. Est-ce qu'une animalerie de base est un centre où on est sûr d'avoir un chien aux normes? Je réponds tout de suite, juste un point sur les 500 000 morsures. Le chiffre qui a été donné, c'est un chiffre d'assurance qui concerne effectivement du petit trou dans un vêtement jusqu'aux morsures graves. Rassurons-nous, les chiens ne sont pas des loups. Il y a quand même, parce on est un peu dans une psychose là, en ce moment, il faut quand même dire que il y a 8,5 millions de chiens en France, il y a quand même beaucoup plus d'histoires heureuses que d'histoires malheureuses. Oui. Donc je crois que c'est important à rappeler. Alors où doit-on prendre ce chien? Parce qu'effectivement, si on veut que l'histoire soit heureuse, autant bien partir. Voilà. Donc il faut le prendre dans un endroit qui lui a permis de se développer correctement. C'est-à-dire dans un endroit où il a pu rester au contact avec sa mère jusqu'à l'âge de 2 mois. Il y a une interdiction de vendre les chiens avant 8 semaines. Et nous, on conseille vigoureusement que le chien soit dans son milieu définitif pendant au moins 15 jours, 3 semaines, avant l'âge de 3 mois. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de temps, il faut l'acheter à 9 ou 10 semaines. Entre 8 et 10 semaines, c'est idéal. Parce que notamment, on voit beaucoup de gens qui vont acheter leur chien à la campagne, parce que c'est tellement joli. Le petit berger des Pyrénées à la campagne, le grand chien à la campagne. Il est resté jusqu'à 3 à 4 mois dans son élevage à la campagne. Il arrive en ville, à Paris, à Marseille ou à Lyon, et là c'est une panique totale. Et là il peut être dangereux par peur, d'accord. Il n'a pas été habitué à cet environnement. Il doit être dans son milieu définitif 3 semaines avant. Et la psychose, vous en parlez, beaucoup de possesseurs de chiens les abandonnent. La SPA aujourd'hui regorge de chiens abandonnés de plus en plus avec la psychose qui sévit. La SPA d'ailleurs, on va chercher un chien à la SPA, c'est qui est assez préconisé. On n'a pas non plus d'assurance qu'il soit dangereux ou pas, ça c'est une évidence. Malgré tout, du Yorkshire au Pitbull, tous les chiens sont potentiellement agressifs, c'est ce qu'on voit depuis le début de l'émission. Je préférais, je vous avoue, avoir le premier que le deuxième devant moi. Mais on l'a dit, l'éducation du chien est primordiale et Romain Marchal a fait une enquête pour savoir s'il y a des races, oui ou non, vraiment plus dangereuses que d'autres. Bonjour. Les maîtres ont pris peur. Avec le déferlement médiatique, les chiens dits dangereux rejoignent les cages de la SPA, des animaux abandonnés, victimes de leur réputation. Ce chien nous a été abandonné parce qu'il présentait des problèmes de comportement apparemment liés aux enfants, au bruit, le fait des enfants un peu jeunes qui crient
et qui gesticule un peu, exciter l'animal et le propriétaire avait perdu confiance en tous les cas en son chien. Les demandes d'abandon de gros chiens au refuge de Gennevilliers sont passées de 3 à 20 par semaine. Ce Rottweiler semble parfaitement bien éduqué. Le maître l'a remis à la SPA sous la pression des voisins. Quelques boxes plus loin, on trouve ce dog croisé. Il n'est pas sociabilisé, prend peur au moindre bruit et grogne contre les enfants. Et ce genre de chien, effectivement, si des gentils enfants à tête blonde s'approchent de lui pour lui faire une caresse, si ce chien est surpris pendant son sommeil, il pourrait effectivement mordre par peur. Ces chiens abandonnés ont été achetés à des particuliers. On peut trouver en effet de puissantes bêtes en vente sur petite annonce ou sur Internet. Aucune information sur le pédigré ou l'éducation du chien. Il est alors possible de se faire passer pour un agent de sécurité et demander un chien agressif pour moins de 400 €. Oui, voilà, parce que c'est une telle force dans la mâchoire que quand ça vous attrape, vous avez une chance sur 2 pour qu'il reparte avec un morceau en fait. Placé entre de mauvaises mains, il y a de fortes chances pour que ce chien devienne imprévisible, voire dangereux. Pour les propriétaires avertis et maîtres consciencieux, le mieux est encore de s'approvisionner chez des éleveurs professionnels. Nous sommes dans l'Yonne, dans un élevage d'American Staff, cette race qui a défrayé la chronique, responsable de plusieurs morts. Musculature puissante, croc acéré, ce chien est frais. Pourtant, aucune trace d'agressivité chez ces bêtes. De longues heures d'éducation et d'attention en ont fait de parfaits compagnons. Viens, on va chercher le... Viens, donne-moi ta balle. Des chiens bien dans leur tête reproduisent des chiots bien dans leur tête, voilà. Hein? Et quand ils naissent dans un endroit sain, quand ils sont sociabilisés, quand ils sont dorlotés des tout petits, quand ils sont confrontés aux choses de la vie, hein, ils sont pas enfermés dans le noir, dans une cave, et donc bon, ça favorise quand même les premiers mois de la vie d'un chiot est quand même vachement important. Aucun accident ou incident en 13 ans d'élevage d'American Staff. Il y a une raison à cela, la clientèle est sélectionnée. Allez! Tous les chiens sont potentiellement dangereux, mais un Rottweiler ou un American Staff fera beaucoup plus de dégâts. Les chiots sont donc vendus à des personnes stables, car plus que jamais l'adage se vérifie, les chiens ont le caractère de leur maître. Donc on voit ces centres d'élevage qui sont donc importants. C'est a priori une bonne solution d'acheter un animal dans ce genre de cercle. Un chien qu'on a acquis autrement, Claude Beata, je m'adresse au vétérinaire. Est-ce qu'il y a un point de non-retour? Est-ce qu'une fois que le chien est agressif, il ne pourra plus être soigné entre guillemets? Alors, je vais vous répondre à ça. Là encore un petit retour sur le reportage. Bien sûr, dans un élevage où on socialise bien, c'est bien de pouvoir acheter un chien. Il y a aussi des chiens qui sortent d'élevage et qui sont pas corrects et qui sont agressifs. Dans les Rottweilers qui ont tué l'année dernière une jeune fille de 19 ans, il y en avait 2 qui sortaient d'un centre d'élevage. Il y en a 2 qui sortaient d'un élevage. Il y a des chiens qui ont pédigré qui sont agressifs. C'est pas parce qu'on achète un chien avec pédigré qu'il sera pas agressif. Là encore, illusion dangereuse. Hein. Maintenant, il vaut mieux qu'il ait été correctement socialisé, correctement développé. Et il y a beaucoup d'éleveurs qui font bien leur métier et il faut les recommander, mais ça peut être aussi un chien qui est né dans une famille où il est très socialisé. Ça peut être ce qui est important, c'est l'individu. Ce que vous voulez dire qu'un chiot, on ne pourra jamais savoir si à terme ou pas il va être agressif ou pas. Alors, premièrement, s'il y a de mauvaises conditions de développement, il y a plus de risques. Mais même s'il y a de bonnes conditions de développement, il peut se passer des choses qui font que ce chien devienne agressif. Alors un chien maintenant est agressif. Est-ce qu'il y a, je vous disais, un point de non-retour? Est-ce qu'on peut dire, on va essayer de l'assagir? Dans ma clientèle vétérinaire comportementaliste, 50% des chiens que je vois sont agressifs. La plupart bénéficient d'un traitement et perdent leur agressivité. 2 fois par an, je suis obligé d'envoyer des chiens à l'euthanasie. Écoutez, ce sera, vous voyez, déjà la fin de cette émission. Merci infiniment, Claude Beata, d'avoir répondu à nos questions sur ce plateau. Merci Adrienne, merci Émilie. Et on vous présente 2 DVD pour en savoir plus. Mon chien et nous. Et comment devenir un bon maître. Vous avez d'ailleurs vu des images d'illustrations au cours de cette émission. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain. Restez sur Direct 8. Au revoir à tous.